La dernière fois, on s'était arrêté sur la première diapo complètement du barléduc des pare-feux. Donc, j'avais juste dit ça. Et donc là, on va continuer sur le pare-feu. Qu'est-ce que fait un pare-feu? Je pense que vous savez tous ce que fait un pare-feu. Il examine tout le trafic qui est routé entre deux réseaux pour voir si les critères sont réunis. En fait, déjà, un pare-feu, c'est un genre de mécanisme de détection d'intrusion, si on veut. C'est pas exactement ça, mais bon. Il va être spécifique à la politique de sécurité de l'organisation. Les paramétrages du pare-feu va se faire par rapport à la politique de sécurité de l'organisation. Il route les paquets entre les réseaux et il filtre le trafic entrant et sortant, et pas juste entrant ou sortant. Il gère les accès publics vers les ressources du réseau privé, par exemple, si on a des applications, des serveurs d'applications et tout, et il enregistre toute tentative d'entrée hostile ou non autorisée qui sont effectuées dans notre réseau. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir finalement un pare-feu qui va être entre deux réseaux, un réseau de confiance et un réseau qui n'est pas de confiance. Et, ah oui, pardon, j'étais en train de voilà. Donc, entre un réseau de confiance et un réseau qui n'est pas de confiance, entre deux réseaux différents. Oui, non, non quoi? Non quoi? Ok. Et c'est un élément qui va, comme je l'ai dit, qui se base sur la politique de sécurité de l'entreprise pour pouvoir le configurer. Il va vérifier le trafic entrant, ce qui va et aussi journaliser tout ce qui va être problématique, ce qui va permettre par la suite de faire un audit de sécurité sur ce qui s'est passé. Il enregistre dans les journaux des informations nécessaires pour notifier toutes les tentatives d'accès à différents services. Il va vérifier aussi le trafic par rapport à des règles. Donc, est-ce que les paquets ou les données qui sont en concordance avec les règles ou pas? Et toute tentative de connexion va être identifiée en vue d'être examinée. Et les tentatives non autorisées peuvent être identifiées par une alerte qui est lancée dès qu'un utilisateur non autorisé essaye de se connecter. Donc, dans les architectures de pare-feu, on a grosso modo 3 architectures différentes. On va avoir l'host bastion. Donc, comme vous voyez ici, l'host bastion va être un système désigné et configuré pour protéger les ressources du réseau d'attaque. Le trafic entrant ou sortant du réseau passe par ce pare-feu, par cette host bastion qui va avoir 2 interfaces. Une interface publique directement connectée à Internet et une interface privée connectée à l'intranet. On a aussi le sous-réseau filtré. Alors, j'aime bien. Voilà. On a aussi le sous-réseau filtré ou DMZ. Donc, ici, la DMZ va contenir des hôtes qui offrent des services publics et elle répond aux requêtes publiques. Tandis que la zone privée, intranet, ne peut être accédée par les internautes. Donc, en fait, cette DMZ, c'est la partie qui va pouvoir être accédée depuis Internet. Et donc, elle va avoir des règles de passage qui vont être plus souples que pour intranet, mais qui sont quand même, qui vont quand même prendre en considération la politique de sécurité de l'entreprise.
Ensuite, on a les pare-feux multirésidents. Donc, c'est un pare-feu avec au moins 2 interfaces ou plus et qui est prêt et qui permet une subdivision du réseau basée sur les objectifs de sécurité de l'organisation. Même chose, on se retrouve avec plusieurs réseaux, enfin plusieurs sous-réseaux, une DMZ, un intranet et Internet. On peut avoir aussi d'autres. La zone démilitarisée est un réseau qui va servir de tampon, donc ça, entre le réseau interne de confiance et le réseau Internet. Donc, on va la créer en utilisant un pare-feu qui va avoir au moins 3 interfaces ou plus, et chacune de ces interfaces va avoir un rôle spécifique. Par exemple, si on prend cette partie-là, ce sera un réseau de confiance. Si on prend cette partie-là, ce sera le réseau DMZ. Et sinon, on a le réseau externe. On a 2 types de pare-feu. Alors, on a plusieurs types de pare-feu, mais si on prend en considération, est-ce qu'on parle de matériel ou logiciel, on va dire qu'il y en a 2. Donc, le pare-feu matériel, il est autonome. C'est un matériel qui est autonome. Il vient comme une partie ou qui peut venir aussi comme une partie d'un routeur. Le trafic réseau est filtré en utilisant des techniques de filtrage de paquets. On va voir les différentes techniques de filtrage par la suite. Et on l'utilise pour filtrer le trafic réseau des réseaux de grandes entreprises. Alors, généralement, on ne va pas avoir de pare-feu matériel dans un petit réseau ou à la maison, généralement, pour des raisons qui sont généralement d'ordre financier. Tandis que le pare-feu logiciel, c'est un logiciel qui est installé sur un ordinateur comme tout autre logiciel. Il est utilisé pour filtrer le trafic pour des utilisateurs individuels et ne filtre que le trafic pour l'ordinateur sur lequel il est installé et pas sur tout le réseau. Donc, on peut avoir finalement ça. Donc, le pare-feu matériel, c'est vraiment un matériel qui est là que pour faire du firewalling en plus du routage parfois aussi. Donc, parfois, c'est les deux en même temps. Et qui va avoir un système dédié à cela. Tandis que dans un pare-feu logiciel, en fait, on va avoir un ordinateur qui va avoir le pare-feu d'installer dessus et qui va avoir tout ce que peut avoir un ordinateur. Ça veut dire un système d'exploitation qui va avoir d'autres tâches, d'autres services que la tâche unique de s'occuper des paquets entrants et sortants. Donc, si on parle des avantages et des inconvénients de chacune de ces 2 solutions, les avantages des pare-feux matériels, c'est d'abord, ça diminue le risque de sécurité et augmente le niveau de contrôle de sécurité, puisqu'on va pouvoir faire un contrôle beaucoup plus poussé. Il a une plus grande vitesse. Donc, il va permettre d'initier des réponses plus vite et il permet aussi de traiter un plus grand trafic plutôt. Et il va avoir très peu d'interférences puisque c'est un composant qui est réseau séparé et on peut finalement avoir une meilleure gestion puisque je peux enlever, éteindre le pare-feu, le bouger, le changer de place, le reconfigurer sans pour autant avoir beaucoup d'interférences sur le réseau, le reste du réseau. Les inconvénients, c'est plus cher qu'un pare-feu logiciel. Il est difficile à implémenter, à configurer et il utilise plus d'espace et nécessite un câblage, forcément. Tandis que pour les pare-feux logiciels, ils sont moins chers
Ils sont idéaux pour une utilisation personnelle ou domestique. Je pense que vous avez tous un pare-feu sur vos machines. Donc, on le fait, on en a tous un au moins. Il est plus facile à configurer et à reconfigurer. Généralement, si vous allez dans le pare-feu de Windows, par exemple, vous allez en réalité juste autoriser des applications à accéder à Internet ou leur interdire l'accès à Internet. Et après, c'est le pare-feu qui va s'occuper du reste. Enfin, c'est le logiciel en lui-même qui va s'occuper du reste. Ses inconvénients, c'est qu'il va consommer des ressources système. Il est relativement difficile à désinstaller et n'est pas approprié pour les environnements nécessitant des temps de réponse rapides, puisque il va être limité par tout ce qu'il y a autour, et il y a aussi d'autres services, d'autres logiciels qui tournent sur la machine qui a le pare-feu. Donc, on a plusieurs technologies dans les pare-feux. Les pare-feux sont conçus et développés avec l'aide de différents services pare-feu. Chaque service va offrir une sécurité selon son efficacité et sa sophistication. Il y a plusieurs types de technologies de pare-feu selon où la communication va se passer, où le trafic est intercepté dans le réseau, l'état, et ainsi de suite. Donc, en considérant tout ça, on va retrouver finalement ces différentes technologies. On a le filtrage de paquets, on a les passerelles de niveau circuit, les pare-feux applicatifs, les inspections multicouches avec état, le proxy d'application, les pare-feux niveau application, les proxys d'application, les réseaux virtuels privés et la translation d'adresses réseau. Donc, on ne va pas tous les voir, ce n'est pas l'intérêt, puisqu'il y en a certains que vous avez forcément déjà vus. Et on va voir quelques-uns. Donc, si on devait prendre les technologies pare-feu et les mettre par rapport aux différentes couches du modèle OSI, on va trouver comme quoi, au niveau data link, on va retrouver le filtrage de paquets. On va retrouver aussi les VPN. En fait, les VPN, on peut les retrouver à tous les niveaux, à part la couche physique. Au niveau réseau, on va retrouver toujours les VPN, le NAT, le filtrage de paquets et les pare-feux à inspection multicouche, à état. Au niveau transport, on a aussi le filtrage de paquets et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir chacun sur quelle couche réellement il fonctionne. Donc, on va voir certains d'entre eux. Donc, le pare-feu à filtrage de paquets, réellement, c'est quoi? Il va travailler au niveau de la couche réseau du modèle OSI, pardon, et ils font partie généralement d'un routeur. Chaque paquet qui va arriver au niveau du pare-feu, il va être comparé à un ensemble de critères, ce qu'on appelle généralement des règles, et avant d'être transmis. Donc, selon le paquet, ce qu'il y a dans le paquet, selon les règles qu'il y a dans le pare-feu, soit j'autorise le paquet à passer, soit j'interdis le paquet de passer et je l'abandonne. Les règles ici, pour les pare-feux à filtrage de paquets, vont être du style adresse IP, source et destination, numéro de port, et ainsi de suite. Donc, on va aller voir juste là. Donc, les pare-feux filtrants par filtrage de paquets vont se concentrer sur des paquets individuels et non pas sur un flot de données, mais juste un paquet individuel. Et ils vont analyser les informations dans leur en-tête. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils vont prendre en considération pour le filtrage? L'adresse IP source, l'adresse IP destination, le port TCP ou UDP source et destination, les flags TCP, le protocole utilisé, la direction entrante ou sortante et l'interface par laquelle le paquet est arrivé. Pour les passerelles de niveau circuit, ou ce qu'on appelle aussi circuit level
gateway en anglais. Il va faire un travail. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va transmettre les données entre les réseaux sans vérification et bloque les paquets entrants des passerelles, entrant les passerelles au niveau du circuit. Donc, en fait, ici, c'est plutôt, si on prend le modèle OSI, ça va être la couche session. Si on prend le modèle TCP/IP, ce sera la couche transport. Ici, on voit les couches du modèle TCP/IP. Donc, les informations envoyées à un ordinateur distant à travers une passerelle de niveau circuit apparaît être originaire de la passerelle. Ça veut dire qu'en fait, pour les ordinateurs extérieurs, ils vont croire que c'est la passerelle, c'est le pare-feu qui a envoyé le paquet, même si ça vient de l'intérieur. Il monitore les requêtes et crée des sessions et détermine si ces sessions sont autorisées. S'ils sont autorisés, ils laissent les paquets passer. Alors, contrairement au pare-feu précédent, celui-là, il va se baser sur le flux de données pour permettre ou empêcher. Il ne va pas vérifier les paquets individuels. Donc, est-ce que le paquet appartient à un flux de données autorisé? Oui ou non? Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils surveillent l'établissement de liaison TCP entre les paquets pour déterminer si une session demandée est légitime ou pas. Les pare-feux applicatifs, ou qu'on appelle aussi proxy, pare-feu proxy, vont filtrer les paquets dans la couche application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ils vont se baser plutôt sur ce qu'il y a dans l'entête et les données de la couche application pour faire le filtrage. Donc, il va restreindre le trafic entrant et sortant, restreint aux services qui sont pris en charge par le proxy. Et toute requête pour d'autres services vont être refusées. Par exemple, si j'ai un proxy web, eh ben, il ne va pas autoriser tout ce trafic FTP, Telnet et ainsi de suite. Par contre, si on garde ce même exemple pour le proxy web, il va faire un filtrage par rapport à des commandes spécifiques comme le HTTP POST et le HTTP GET. Il y a deux modes de fonctionnement pour les pare-feux applicatifs. On a soit il est actif, soit il est passif. Dans le cas actif, il va examiner toutes les requêtes entrantes et il va inclure les messages échangés et il va chercher des vulnérabilités connues. Par exemple, si on est sur un pare-feu applicatif web, il va chercher s'il y a des injections SQL, est-ce qu'il y a des falsifications de paramètres, est-ce qu'il y a du cross-site scripting, et ainsi de suite. Et si la requête est jugée authentique, alors elle est autorisée à passer, à continuer son chemin. Sinon, elle est droppée. On abandonne ça. Pour le mode de fonctionnement passif, il va fonctionner un peu comme un IDS. On va voir les IDS plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas rejeter activement les requêtes s'il y a une attaque potentielle qui est découverte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt alerter. Donc, c'est ça la différence. C'est au lieu de rejeter une requête qui a été détectée comme une attaque potentielle, finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va alerter pour dire il y a probablement une attaque, voici le truc. Mais il laisse passer le paquet. Donc, ces avantages, les services proxy sont utilisés pour loguer puisqu'ils peuvent comprendre les protocoles applicatifs et permet une journalisation efficace. Les services proxy aussi vont réduire la charge sur le réseau puisqu'il faut savoir qu'ils vont faire du cache des données les plus
demandées. Donc, s'il y a des requêtes qui sont demandées souvent, en fait, le proxy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cacher les résultats de la requête à son niveau. Et comme ça, la prochaine fois que quelqu'un va faire cette demande, il va donner la réponse, servir la réponse de son cache et non pas du serveur qu'il y a derrière. Les inconvénients, c'est que ils sont un peu à la traîne par rapport au service non proxy jusqu'à ce qu'un logiciel proxy adéquat soit disponible. Chaque service dans un proxy peut utiliser différents serveurs et les services proxy peuvent nécessiter des changements chez le client, les applications et les procédures, puisqu'on doit faire des modifications pour l'accès à travers le proxy. Le pare-feu multicouche avec ETA, qu'est-ce qu'il fait? Il va combiner tous les trois pare-feux, les trois types de pare-feu qu'on a vus juste avant, le filtrage de paquets, la passerelle de niveau circuit et le pare-feu applicatif. Et pourquoi? Pour pouvoir avoir une meilleure sécurité, une meilleure détection et une meilleure sécurité. Ce genre de pare-feu, il se rappelle des paquets qui sont passés par lui et va prendre des décisions sur les paquets futurs en prenant en considération les paquets passés. Donc, il filtre les paquets au niveau du réseau du modèle OSI pour déterminer si les paquets de session sont légitimes et évalue les contenus des paquets au niveau de la couche applicative. Donc, en d'autres termes, il va faire exactement ce que les trois autres pare-feux font en un seul. Il va d'abord vérifier les règles relatives à la couche, filtrage de paquets individuels. Il va aussi vérifier par rapport au stream de données. Et enfin, par rapport aux données qu'il y a dans la couche application. Par contre, le problème qui se pose dans ce genre de pare-feu, c'est qu'ils sont chers et ils vont requérir un personnel compétent pour l'administrer. Ils doivent bien connaître comment ça marche pour pouvoir l'administrer. En général, les limitations du pare-feu, pas d'un pare-feu en particulier, mais des pare-feux en général, c'est qu'ils ne protègent pas le réseau contre les nouveaux virus, les backdoors ou les attaques venant de l'intérieur. Il ne peut pas empêcher un utilisateur de bypasser le pare-feu en utilisant un modem ou le réseau 3G ou 4G ou 5G de son téléphone qui va utiliser à travers son ordinateur, et ainsi de suite. Il ne peut rien faire si la conception ou la configuration du réseau est défectueuse. Donc, s'il y a une mauvaise configuration du réseau, s'il y a une mauvaise conception du réseau, le pare-feu ne va pas arranger ce problème-là. Hein. Ce n'est pas une alternative aux antivirus. Ce n'est pas une alternative. En fait, il a son but et il ne va pas faire au-delà, grosso modo. Il ne protège pas contre les menaces de social engineering, forcément. Il ne peut pas prévenir que les utilisateurs, ça je l'ai dit, il ne comprend pas le trafic qui est tunnelé. Quand je dis un trafic tunnelé ou qui utilise le tunnelage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un trafic qui est finalement chiffré. Donc, quand le trafic passe par le pare-feu, si le trafic est chiffré, il ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'il ne le comprend pas. Il ne bloque pas d'attaque d'un niveau supérieur dans la pile protocolaire. En d'autres termes, si vous avez un pare-feu qui travaille sur la couche 3, par exemple, ça veut dire que si vous avez une attaque d'injection SQL, cette attaque ne sera pas détectée par le pare-feu. Parce que de toutes les façons, c'est une attaque dans la couche 7. Voilà, c'est ce que veut dire cette phrase.
Les fautes ou négligences d'un employé ne peuvent pas être contrôlées par un pare-feu, forcément. Le pare-feu n'a rien à voir là-dedans. Et les politiques impliquant l'utilisation ou la mauvaise utilisation des mots de passe et des comptes utilisateurs doivent être strictement appliquées. Voilà. Alors, je pense que... Non, c'est pas la fin. Merci. Je pensais que c'était la fin des pare-feux. On a encore beaucoup devant nous pour les pare-feux. Donc, si on voulait faire de l'identification de pare-feu, pour rappel, l'an dernier, vous avez vu certaines techniques où on vous a dit, s'il y a un pare-feu, vous n'allez pas avoir de réponse, par exemple. Donc, une des manières pour identifier un pare-feu, ce serait le port scanning. Donc, en faisant du scan de port, si on n'a pas de réponse, dans certains cas, finalement, où on devrait avoir une réponse, ça voudrait dire qu'il y a un pare-feu entre les deux. On a aussi le firewalking, qui est le processus d'utiliser un analyseur de paquets un peu comme Traceroute pour vérifier si le paquet va être capable de passer à travers le pare-feu de la source de l'attaque vers l'hôte de destination. Et il va contrôler les ports ouverts sur la passerelle et fait, grosso modo. On a aussi le banner grabbing, qui va permettre de détecter le système d'exploitation ou l'application qui sont exécutées sur le serveur cible. Voilà. Donc, si on voit le firewalking, en fait, qu'est-ce que c'est plus en détail? C'est une méthode qui permet de collecter des informations sur un réseau distant et qui vont être derrière un pare-feu. On va tester les ACL de filtrage des paquets, des routeurs et des pare-feux. Donc, en d'autres termes, en faisant l'envoi de différents types de paquets, en faisant vers des ports différents, on va savoir, tiens, ce port, il est filtré, ce port n'est pas filtré, ce pare-feu va avoir ce type d'ACL, et ainsi de suite. Donc, pour cela, il y a besoin de 3 hôtes pour faire du firewalking. L'hôte qui fait le firewalking, c'est le système externe au réseau cible, donc c'est l'attaquant, grosso modo, d'où les paquets vont être envoyés vers l'hôte de destination. L'hôte passerelle, c'est le système dans le réseau cible qui est connecté à Internet et par lequel les paquets passent pour rentrer dans le réseau cible. Donc, ça peut être le pare-feu, ou généralement, c'est un pare-feu routeur. C'est un routeur pare-feu. Et l'hôte de destination, qui est le système cible sur le réseau à qui les paquets sont envoyés. Donc, ça va juste permettre de déterminer un peu plus de pouvoir déterminer les ACL qui sont mises en place au niveau des pare-feux. Vous avez déjà vu ce que c'était que le banner grabbing auparavant. Je pense que ce n'est pas la peine d'en reparler. Et si on devait prendre en considération les contre-mesures au banner grabbing, en fait, l'une des choses à faire, c'est désactiver la présentation du constructeur et la version de la bannière et faire un audit régulier. Pardon, il y a une erreur d'orthographe ici. Donc, faire un audit régulier Donc, faire un audit régulier avec le scan de port et connexion grâce à Netcat sur les ports actifs, par exemple. Selon le type de... par exemple, si on est sur un serveur web, selon la version du serveur web, vous pouvez désactiver la bannière ou modifier la bannière ou mettre une bannière qui est sur mesure par rapport à ce que vous voulez, en modifiant. Si on est sur un système type AVH, vous pouvez le trouver dans le fichier de configuration. Si on est sur un système type 2IS,
on peut l'utiliser en utilisant une fonction setHeader. Donc, l'ouverture de brèche dans les pare-feux, la manière la plus simple et la plus facile et la plus utilisée pour un attaquant de passer à travers un pare-feu, c'est d'installer un logiciel réseau sur un système interne. Donc, si vous avez une backdoor, ce sera beaucoup plus simple d'accéder au réseau, puisque généralement, la plupart du temps, le port TCP/80 qui est utilisé par les serveurs web sont la plupart du temps ouverts, tout simplement. Autorisés, on va dire. Donc, plusieurs pare-feux permettent le trafic utilisant le port 80 par défaut. Donc, même si je n'utilise pas le port 80 pour la backdoor, je peux utiliser d'autres ports qui sont aussi souvent autorisés, comme tout ce qui est service DNS, service mail entrant, par exemple. Donc, il suffit de trouver une vulnérabilité par où passer pour installer la backdoor. Et une fois qu'on a la backdoor qui est installée, on va utiliser un port qui est autorisé par le pare-feu pour la connexion vers l'extérieur. Donc, ce qui est utilisé, ce sera des tunnels. Par exemple, le HTTP tunnel qui va utiliser le protocole HTTP pour créer un tunnel et envoyer des données ou se connecter à l'attaquant, donc depuis l'intérieur. Ce qui est finalement, si le pare-feu autorise le web, tout ce qui est web ou HTTP, il est possible alors d'utiliser ce type de tunnel HTTP. On a aussi d'autres comme le reverse www shell qui va aussi ouvrir une porte dérobée. Je pense que vous avez déjà vu comment le faire auparavant. Ça va permettre d'ouvrir une porte dérobée à distance sur un serveur web ou autre. Et ça, au final, pour le pare-feu, il va considérer ça comme un utilisateur utilisant le navigateur pour aller sur Internet, tout simplement. Même si cette porte dérobée se connecte à un serveur. En fait, il va se connecter au serveur web qui est opéré par l'attaquant à travers une requête HTTP qui paraît légitime pour le pare-feu. Donc, c'est un problème. Et généralement, la réponse venant du serveur de l'attaquant va être une commande qui va être envoyée vers le processus enfant, donc la porte dérobée, pour s'exécuter sur la machine elle-même. On a d'autres types de canaux cachés, comme Loki, qui est un programme qui va permettre le tunnelage d'informations en utilisant des paquets ICMP Echo Response pour transporter sa charge. En fait, dans les données Echo Response, il va mettre la charge à l'intérieur. Réfléchissez à... Il peut aussi utiliser d'autres types de commandes shell simples et il va tunneler soit avec les CMP Echo Reply ou bien le DNS Name Lookup Query et Reply. Et pour un analyste de protocole réseau, ce trafic va paraître être ordinaire, donc des paquets ordinaires. Donc, à votre avis, réfléchissez à comment